13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé sur Mondico Télévision. Le gouvernement congolais veut mettre fin à la circulation illégale d'armes légères et des petits calibres en République démocratique du Congo. C'est dans cet objectif que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a lancé le mercredi 22 août 2024 l'opération démarquage d'armes légères et des petits calibres à Kolwezi, dans la province du Lualaba au sud-est de la RDC. Pour réaliser cette opération, le gouvernement a dans un premier temps acquis 10 machines pour marquer ces armes. Les détails dans cet élément. C'est sous le regard attentif du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que les premières armes ont été marquées le mercredi 21 août au stade Manika de Kolwezi, dans la province du Lualaba, au sud-est de la RDC. Selon le patron de la territoriale, la circulation illégale d'armes légères et des petits calibres cause beaucoup de dégâts à travers le pays. Les armes légères et de petits calibres sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. Elle contribue également à l'émergence ou à la persistance d'une nouvelle forme de criminalité, notamment le terrorisme, mais aussi le blanchiment des capitaux, qui se révèle comme une véritable menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Lors de ce coup d'envoi, 2 machines ont été utilisées pour marquer les armes. La première va faciliter l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. La deuxième machine est utilisée pour tracer les armes détenues par des civils. Grâce à ces données collectées, le ministère de l'Intérieur aura la maîtrise du stock d'armes et pourra ainsi suivre la traçabilité des armes depuis l'usine jusqu'à l'utilisation finale. Cette opération de marquage d'armes légères et des petits calibres intervient après que le Conseil de sécurité de l'ONU ait levé l'embargo sur les armes qui frappaient la RDC depuis 2000. La levée de cette mesure permet au pays de pouvoir s'approvisionner en armes pour assurer sa sécurité et celle de sa population. À ce propos, justement, Jacquemain Chabani s'est voulu rassurant sur le contrôle des armes qui entrent en RDC. Il convient de signifier qu'actuellement, les armes nouvellement acquises par le gouvernement de la République passent d'abord par ces opérations de marquage avant d'être dotées auprès de leurs détenteurs précis au sein des unités. De ce fait, la République démocratique du Congo sert de modèle dans la mise en œuvre des opérations dans notre région. Cependant, le processus de marquage qui conduit inéluctablement à la tenue du registre constitue un support important pour parvenir à l'éradication et à la réduction de l'usage abusif des armes. Les gouverneurs de 4 provinces frontalières avec l'Angola, dont le Lualaba, le commandant de la 23e région militaire, les autorités politico-administratives et les officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des FARDC ont assisté à la démonstration du premier marquage d'armes qui permettra de réduire drastiquement les violences armées dont la population congolaise est souvent victime, surtout de la part des bandits armés. Changeons de chapitre à présent, saisi par le collectif des avocats autour des tortures qu'a subi Maître Fadi Kabwende, avocat près le barreau de Olomami, de la part des hommes du général Jean-Claude Kifoa. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a annoncé que le général Kifoa, commandant du centre militaire de Kamina, fait déjà l'objet des poursuites pénales devant l'auditorat général des forces armées de la RDC pour torture et traitement inhumain et dégradant contre un avocat. Images et commentaires.
Après avoir vu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux un avocat être torturé et agressé par les hommes d'un officier de l'armée, la corporation des avocats ont déposé plainte à l'auditorat général près la haute cour militaire contre le général Jean-Claude Kifoua pour avoir maltraité un avocat du barreau de Olomami. Au sortir, un membre du collectif des avocats est monté au créneau pour dénoncer cette énième torture dont sont victimes les hommes en toge noire à travers la République. Nous venons de déposer la dénonciation auprès de l'auditeur général. Nous sortons de là, il nous a reçus et la procédure est ouverte. Nous sollicitons de tous les confrères à travers toutes les provinces de ne pas considérer qu'il s'agit d'un avocat qu'on a agressé, mais de la corporation qui est en danger. Et de se réunir, de s'unir également pour faire la même chose en allant auprès du gouverneur pour déposer leur mémo de protestation. L'avocat, c'est lui le défenseur des faibles. Il est le défenseur des militaires, des ministres et même du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a considéré comme un vaurien. On l'a traîné dans des conditions ignobles par un général qui a réussi même à tirer alors qu'il avait déjà logé la balle pour l'achever. Vous avez vu, ce sont des images virales qui sont prises d'une manière brute et sur le champ. Après l'auditorat, ces avocats sont allés déposer un mémo auprès du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui, lui aussi, a haussé le ton. Aussitôt que j'ai reçu cette vidéo, j'ai versé mes larmes. Et j'ai immédiatement appelé l'auditeur général des FARDC pour ouvrir immédiatement des poursuites contre le général qui s'est substitué pratiquement à la justice, qui s'est transformé en chef de guerre contre un avocat pour pouvoir humilier tout un corps. C'est le corps qui a été touché. Voilà. Vraiment. Et que, avec la réunion que nous aurons ensemble, je pense que la procédure va s'accélérer. Il a été demandé à la victime de se faire examiner dans un centre hospitalier et de verser le résultat dans le dossier pour de poursuites contre le général Jean-Claude Kifoua, commandant du centre militaire de Kamina, dans la province du Olomami. Et de leur côté, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont depuis le mercredi 21 août 2024 devant la primature pour un sit-in de 3 jours afin de faire entendre leur voix auprès des autorités congolaises qui font, selon ces derniers, la sourde oreille devant leurs revendications. Ces inspecteurs recrutés depuis octobre 2023 par le gouvernement à travers un concours organisé par le ministère de la fonction publique et de l'emploi n'ont jusqu'à ces jours pas touché à leur salaire ainsi qu'à leurs primes. Ils ont pris l'option de passer la nuit à la Belle Étoile pour faire entendre leur voix. Regardez. Nous sommes les inspecteurs et contrôleurs du travail. Nous avons été recrutés par le gouvernement congolais. Ça fait aujourd'hui 11 mois. Nous ne sommes ni rémunérés en prime, ni rémunérés en salaire. Toutes les promesses qui nous ont été faites n'ont pas trouvé gain de cause jusqu'à présent. C'est comme ça que nous sommes venus manifester. Et cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un sit-in. C'est-à-dire que nous allons faire 3 jours ici, 3 nuits. Nous n'allons rentrer à la maison qu'après la prise en charge. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont des collègues déjà abattus qui sont là par terre, ils sont en train de réclamer leurs droits. Ce sont les collègues inspecteurs contrôleurs. Malheureusement, ce que nous avons rencontré aujourd'hui comme difficulté est qu'on a instruit les policiers afin de venir, les policiers qui sont derrière moi là-bas, prenez les policiers.
policiers-là. On est sur les policiers qui sont derrière moi là-bas en train de venir nous disperser. Alors, mais nous ne réfléchissons pas par rapport à ça. Nous sommes en train de manifester en dépit de cette présence policière. Nous sommes là, nous continuons à réclamer notre droit et je pense que notre voix sera entendue auprès du chef de l'État parce que nous sommes recrutés selon sa vision et on se remet à sa personne. Et dans la province du Mai-Ndombe, après le naufrage d'une baleinière sur la rivière Lukeni dans les territoires de Kutu dans la nuit du dimanche à lundi, 28 autres corps ont été repêchés le mercredi dans la soirée et 128 rescapés ont été enregistrés. À en croire l'administrateur du territoire, ce bilan risque de s'alourdir. Dans l'autre temps, les équipes de recherche sont déployées. Suivez. L'équipe déployée pour rechercher les corps de victimes du naufrage sur la rivière Lukeni a présenté un premier rapport global. Selon l'administrateur du territoire, 28 corps sans vie ont été retrouvés et enterrés tandis que 128 rescapés ont été enregistrés jusqu'à la soirée de mercredi. Jacques Ndenza Monguier précise que ces bilans pourraient être revus à la hausse car les pêcheurs de villages environnants continuent de découvrir des corps. L'équipe dépêchée par le gouvernement provincial a placé en détention les commissaires fluviales et les commandants de la police fluviale du village Tolo, situé en amont du lieu du drame, suite aux investigations menées. Ces naufrages s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur le territoire des Kutu, dont la province de Mai-Ndombe. Il s'agit de l'embarcation HB Jésus-Christ en provenance d'Oshwe et en route pour la cité de Nyoki. Arrivée au village Tolo dimanche à 18 h, la baleinière a tenté de naviguer de nuit pour atteindre sa destination. C'est à 19 h que l'embarcation en bois a heurté de troncs d'arbres sous l'eau, se renversant complètement. Elle avait à son bord 300 passagers. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo, où l'insuffisance des parkings publics dans la ville de Mbuji-Mayi est à la base des embouteillages dans certaines grandes artères de cette ville. Les conducteurs des véhicules et des motos n'ont pas où stationner. Ils s'arrêtent souvent sur la route, réduisant l'espace réservé à la circulation des autres véhicules. Cette situation empêche la bonne circulation des véhicules, motos et des piétons sur l'avenue Université au niveau du marché de Dibindi pendant les heures de pointe. Les détails dans cet élément. La journée, il n'est pas aisé de circuler dans certaines grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi, au centre de la RDC. Les routes sont souvent bouchées aux heures de pointe jusqu'à bloquer la circulation pendant plusieurs heures. Sur l'avenue Université vers le marché Bakwadianga, véhicules, motos et piétons se bousculent pour se frayer un passage. La cause principale, c'est le mauvais stationnement des véhicules et motos qui s'arrêtent parfois au milieu de la route, empêchant les autres de passer. Certains conducteurs de taxi sont inquiets de cette situation qui les empêche de bien circuler. Les mêmes chauffeurs décrient la pression de certains services publics qui les obligent à quitter la voie publique pour stationner dans les parcelles résidentielles au bord de cette grande route. Cette délocalisation brusque des parkings pénalise les conducteurs des véhicules qui se plaignent de ne pas trouver des clients facilement. L'autorité urbaine de Mbuji-Mayi a à ce sujet avoué que son entité compte plus de 3 parkings publics, ce qui est insuffisant au regard du nombre croissant des véhicules et mototaxis qui circulent dans cette ville. Le parking public existe avec les décisions des autorités compétentes établies. Néanmoins, tout ce qu'on peut signaler est qu'il y a d'autres parkings qu'on peut créer pour besoin de cause au nom du principe économique, la satisfaction d'un besoin crée un autre. C'est aussi un problème de la loi de l'offre et de la demande. Il y a augmentation des engins sur la ville, les véhicules en privé, les motos qui sont roulées par nos frères ici. Vous savez, c'est l'activité, la grande entreprise qui engage pour le moment au Kasaï oriental, c'est les taxis motos. Là, nous sommes en train de raisonner sur les cas, mais vous dire qu'il n'y a pas de parking public, là, je ne saurais pas vous le dire parce qu'il y a des parkings que nous connaissons.
pour essayer de réduire les embouteillages et mettre fin au désordre qui a pris place dans les routes de Mbuji-Mayi. Le maire de cette ville a affirmé qu'il existe déjà un projet de création d'autres parkings des véhicules et surtout pour les mototaxis. Ce projet sera réalisé après les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine qui sont en cours. On a désigné un endroit où on doit créer les parkings pour les motards, surtout sur l'avenue Mama Yembo. Je sais que vous êtes en train de faire allusion à l'engouement qui se retrouve sur cette avenue-là, y compris l'avenue Kalonji. Il y a les services de l'environnement et assainissement de la ville qui est sur terrain. Hier, là, si tu étais sur l'avenue Kalonji, précisément au niveau des marchés Kanyanya, c'est là où il y a eu trop d'engouement, et l'avenue de l'université, précisément au niveau de Kinbondo, descendant vers Mbouimoulom. Vous trouverez que les services sont en route. Même maintenant, si vous descendez, vous trouverez qu'on est en train de mettre de l'ordre parce que nous avons l'obligation de protéger cette population contre les accidents et autres dangers qui peuvent parvenir. Face à cette problématique de mauvais stationnement qui engendre des embouteillages chroniques, les habitants de Mbuji-Mayi souhaitent que les autorités urbaines prennent leurs responsabilités pour mettre fin à ce calvaire. Il est urgent de trouver des solutions durables pour redonner fluidité et sécurité à la circulation routière afin de faciliter le déplacement des personnes dans les bonnes conditions dans tous les coins de la ville de Mbuji-Mayi. Et en dehors de nos frontières, à présent, un train a percuté la circulation le mercredi sur la côte nord de l'Égypte, tuant 2 personnes et en blessant 2 autres, selon le bureau du gouverneur local. L'accident survenu dans la ville de Bor El Arab, située à l'ouest d'Alexandrie, est dû à la présence d'un camion sur les voies alors qu'elles étaient censées être fermées pour le transit d'un train de voyageurs, c'est ce qu'a indiqué le bureau du gouverneur d'Alexandrie dans un communiqué. Merveille Loabéa nous en dit plus. Le train, en provenance de la ville d'El Daba, a déraillé suite à la collision. Le déraillement et les accidents de train sont fréquents en Égypte où les systèmes ferroviaires vieillissent et également en proie à une mauvaise gestion. Ces dernières années, le gouvernement a annoncé des initiatives pour améliorer le chemin de fer. En 2018, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'environ 250 milliards de livres égyptiens, soit 8,13 milliards de dollars américains, seraient nécessaires pour rénover correctement les réseaux ferroviaires négligés du pays d'Afrique du Nord. En 2021, 2 trains sont entrés en collision dans la ville de Tata, dans le sud de l'Égypte, tuant 32 personnes. Plus tard dans l'année, un train a déraillé dans la province de Kalibia, tuant 11 personnes. L'accident ferroviaire le plus meurtrier d'Égypte s'est produit en 2002 lorsque plus de 300 personnes ont été tuées après qu'un incendie s'est déclaré dans un train de nuit reliant le Caire et le sud de l'Égypte. Et au Tchad, les élections législatives provinciales et communales auront lieu le 29 décembre prochain. L'annonce a été faite le mercredi par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartichret. Les 3 élections seront organisées de manière couplée en décembre avec l'ancien fichier électoral. Pour cause, les manques des moyens matériels et financiers, a indiqué le président de l'agence. Merveille Loabéa, une fois de plus. Les 3 élections seront organisées de manière couplée en décembre avec l'ancien fichier électoral. Pour cause, le manque de moyens matériels et financiers, a indiqué le président de l'agence. Pour ces élections, le calendrier est déjà bien défini. Le dépôt de candidatures auront lieu du 19 au 28 octobre et le résultat définitif sera connu le 3 février 2025. La série des élections à venir revêt une importance capitale car elle permet de tourner définitivement la page de la transition, a souligné le responsable de l'agence. Les dernières élections législatives du Tchad remontent à février 2011. L'Assemblée nationale devait être renouvelée en 2015 avant que sa composition ne soit prolongée pour une loi constitutionnelle et l'échéance électorale repoussée en raison de la menace
djihadistes, puis les difficultés financières et de l'épidémie de coronavirus et enfin la période de transition. Le Parlement de transition, le Conseil national de la transition, composé de 93 membres, avait été désigné par décret présidentiel en décembre 2021. Des lois organiques portant sur la composition du Parlement et les découpages électoraux ont été promulgués mi-août. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Retrouvez Jocely Massiala à 19h pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur nos antennes.